Démarrage aujourd'hui à Koulikoro de la formation de 4 bataillons militaires maliens. Pour cette première étape, 675 soldats sont encadrés pour 10 semaines par une centaine d'experts militaires européens. Le processus électoral au Mali déjà en marche. Une rencontre d'échange de 3 jours a débuté ce matin sur le sujet. Les participants sont les préfets des cercles et les conseillers aux affaires administratives et juridiques des gouvernorats. Du nouveau à la télévision nationale, les personnes en situation de déficience auditive peuvent désormais suivre les informations et débuts que l'ORTMA en collaboration avec l'Association malienne des sourds handicap. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition mercredi 3 avril. Bienvenue donc aux infos que nous ouvrons par le Conseil des ministres réunis en session ordinaire sous la présidence de Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diombele. Bonsoir. Bonsoir Aïssata. Le Conseil s'est réuni, il a adopté un projet de texte, entendu une communication et procédé à des nominations. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa. Dans le cadre de la politique nationale de développement de l'élevage, le gouvernement a mis l'accent sur la sélection, la conservation et la diffusion des races autochtones constituées en grande partie par le bétail ruminant endémique représenté par la race bovine d'Ama, la race ovine dialonquée et la chèvre naine du Sud. En vue d'améliorer la productivité de ces races et leur patrimoine génétique, notre pays a mis en œuvre l'opération Ndama Yanfolila et mené plusieurs activités de conservation dans le cadre de l'opération création d'un berceau de la race bovine Ndama Yanfolila ainsi que le développement de l'élevage de petits ruminants. Il s'agit par l'adoption du présent projet de loi d'ériger l'opération initiée en 1991 à Yanfolila un centre de conservation de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa en vue de prendre en charge d'autres espèces de ruminants endémiques en plus de la race bovine Ndama. Le centre, qui sera un service rattaché, aura pour mission l'amélioration de la production et de la productivité, la conservation, la multiplication, la diffusion et la promotion du bétail ruminant endémique. Il permettra le maintien des noyaux d'animaux sélectionnés qui servira de gènes améliorateurs en milieu paysan et contribuera à résoudre le problème de la conservation des semences animales sélectionnées. La création du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa s'inscrit dans le cadre de l'exécution du volet Mali du projet sous-régional de gestion du bétail ruminant endémique, à l'instar du centre de recherche zootechnique de Kolda pour le Sénégal, du centre de recherche zootechnique de Bako Banjul pour la Gambie et des centres d'appui à l'élevage de Boké et Famoïla pour la Guinée. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, conseil technique du secrétaire général du gouvernement, M. Salifou Diabaté, administrateur civil. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, haut fonctionnaire de défense auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, général de brigade Mamadou Lamine Ballo. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie, colonel-major Abdoulaye Sampana. Haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, colonel Zanga Dambélé. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, conseiller technique, M. Moussa Diallo, ingénieur des eaux et forêts. Directeur général du Centre de développement de l'artisanat textile, M. Tidjani Diara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Inspecteur en chef adjoint à l'inspection de l'artisanat et du tourisme, M. Diadier Amassango, professeur principal de l'enseignement secondaire. Au titre du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, chargé des missions, Dr Dial Boubou Gouro, médecin.
Au titre du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargée de mission, Mme Lala Kadeja, sociologue. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a été informé de la tenue le 10 avril 2013 à N'Djamena du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est une organisation interétatique conçue sous l'égide de l'Union africaine et de la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAD, chargée de la coordination et du suivi de la réalisation des actions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte. Le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette agence, prévu en N'Djamena le 10 avril 2013, se penchera sur les actions à entreprendre pour dynamiser l'initiative de la Grande Muraille Verte et renforcer l'agence en moyens humains, techniques et financiers. Il examinera également les questions relatives à l'adhésion d'autres pays. Voilà, c'est tout donc pour le Conseil des ministres de ce mercredi à 7 Ibrahim. Merci Ibrahim Adjombile, vous restez avec nous et nous poursuivons cette édition avec cette délégation de la communauté arabe du Mali qui a été reçue en audience cet après-midi par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Au menu de l'audience, il a été surtout question de paix durable, du retour des réfugiés après la libération totale du Mali et de l'implication de toutes les communautés pour une paix durable et définitive. À leur sortie d'audience, le secrétaire politique de la communauté arabe du Mali, Mohamed Fall, a répondu aux questions de Mahamadou Doumbia. Quelques problèmes sonores avec ce reportage, nous le verrons certainement d'ici la fin de cette édition. Ce communiqué de presse sur invitation de Thiema Hubert Coulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, effectuera du jeudi 4 avril au vendredi 5 avril 2013, une visite d'amitié et de travail au Mali. Durant son séjour, il aura des entretiens avec son homologue malien et sera reçu en audience par le président de la République par intérim, son Excellence Dioncounda Traoré, et le Premier ministre chef du gouvernement. Une séance de travail élargie aux deux délégations aura également lieu le vendredi 5 avril au ministère des Affaires étrangères. Enfin, le ministre Fabius rencontrera les représentants de partis politiques avant de terminer sa visite par une conférence de presse qu'il animera conjointement avec le ministre malien des Affaires étrangères. Une délégation de parlementaires européens en visite au Mali a été reçue par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Elle est là pour constater le déroulement de la formation entreprise par la mission européenne d'assistance et de formation de l'armée malienne. Pour plus de détails, écoutons le président du comité de défense et de sécurité du Parlement européen, Arnaud Danjean, au micro de Mohamed Diarra. Avec le président de l'Assemblée nationale, qui est notre premier interlocuteur depuis que nous sommes arrivés au Mali, nous avons voulu délivrer un double message. D'abord un message de solidarité, lui dire que le Parlement européen, et à travers lui toute l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, étaient tout à fait solidaires du peuple malien dans cette épreuve difficile, mais que nous voulons affronter avec beaucoup de détermination et avec beaucoup de courage. Et puis un message de responsabilité, parce que l'Union européenne s'engage, elle s'est déjà engagée beaucoup, mais elle va continuer à s'engager pour aider le Mali. Mais la responsabilité ultime, décisive de tout ce qui va se passer au Mali, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan électoral aussi, tout ça repose dans les mains des Maliens eux-mêmes, que nous sommes là pour aider, mais nous ne voulons pas nous substituer au peuple malien. Quel regard vous portez sur la situation actuellement au Mali? Nous sommes d'abord satisfaits de voir que l'opération militaire a été un succès. Je crois que c'était très important, il fallait réagir dans la rapidité, dans l'urgence. C'est toujours une situation difficile, c'est une situation critique, mais je pense que ce plan-là a été réussi et nous pouvons tous
collectivement nous en féliciter. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a d'énormes enjeux maintenant, en particulier sur le plan électoral, parce que tout le processus politique qui doit être conduit doit l'être avec beaucoup de légitimité. Et nous avons besoin de ces élections pour avoir un paysage politique et institutionnel au Mali totalement représentatif et avec lequel tous les acteurs internationaux qui veulent aider le Mali puissent travailler sereinement. Et comme vous le saviez déjà, la formation de 4 bataillons de militaires maliens a débuté hier au centre d'instruction Boubacar Sadassi. Pour cette première étape, 675 soldats sont encadrés par une centaine d'experts militaires européens. Les soldats maliens vont suivre pendant 10 semaines un entraînement intensif à la manipulation des armes, au respect des ordres en droit international humanitaire et sur la protection civile. De Koulikoro, le reportage de Seydou Traoré. Au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, c'est parti pour la série de formations des militaires maliens par l'Union européenne. Il est 7 h du matin. Le colonel Pasca, commandant de la mission de formation de l'Union européenne à Koulikoro, passe à la revue des troupes et donne les premières consignes. En quelques semaines, vous serez à l'avant-garde de la nouvelle armée malienne, celle qui sera capable de défendre son pays avec bravoure et efficacité. Vous arrivez de nombreuses unités. À la fin de la formation, je veux que vous ne constituiez qu'un seul bloc, celui d'une unité soudée, les frères d'armes, décidés à aller ensemble au combat, à y sacrifier leur vie si nécessaire. Pour cette première vague, ils sont 675 soldats maliens du groupement tactique interarmes Jitia Waraba qui donne le ton. Un groupement composé de 3 compagnies d'infanterie, un escadron interarmes, une batterie d'artillerie, un détachement de génie militaire, un détachement à l'arme lourde et une compagnie de commandement et de logistique. À ce niveau, le commandant du GTA mesure la portée de cette formation. Avec le programme que j'ai vu, la disponibilité, la volonté, l'engagement des instructeurs, je suis quand même confiant qu'on aura un GTA opérationnel en fin de formation. Chacun sera formé dans son domaine, pour être en mesure de remplir la fonction qui lui est dévolue. C'est-à-dire que les fantassiens apprendront comment bien tirer, comment conduire les véhicules, comment aller au combat. Ensuite, les droits de l'homme font partie de la formation. Il y a beaucoup de choses. Chacun, en fin de compte, nous espérons avoir un GTA qui est capable de mener à bien sa mission. Avec des experts militaires issus de plusieurs pays européens, cette formation des militaires constitue une véritable reconstruction de l'armée malienne. Il s'agit d'apprendre à nos militaires les maniements des armes, le respect des ordres, le droit international humanitaire, entre autres. Cette formation va s'étaler sur 10 semaines. Donc nous avons rassemblé hier le bataillon qui avait été formé la semaine dernière à Kati. Donc dans un premier temps, nous allons faire une formation de base d'environ 1 mois et ensuite, par spécialité, infanterie, cavalerie, artillerie, génie, des instructeurs spécialisés iront plus loin dans l'instruction. On va commencer au niveau basique, on va monter au niveau de la section, ensuite de la compagnie et pour finir au mois de juin au niveau du bataillon. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus d'une centaine de formateurs européens qui seront rejoints à la mi-avril par une deuxième vague de spécialistes. Nous avons 13 nationalités, majoritairement des Français, mais nous avons aussi des Britanniques, des Suédois, des Finlandais ou d'autres endroits. Au terme de cette formation de l'Union européenne, 4 bataillons militaires seront opérationnels pour permettre de rétablir l'intégrité territoriale et la sécurisation des personnes et des biens partout au Mali. Traditionnelle conférence de presse de la mission de la MISMA, les conférenciers ont annoncé l'arrivée ce jour d'une équipe d'observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine. Cependant, le déploiement du reste des troupes de la MISMA se fait toujours attendre à l'Husseini Touri. Rien de nouveau dans la communication hebdomadaire de la MISMA. Rien sinon un groupe d'observateurs envoyé par l'Union africaine et la CEDEAO. Ces derniers doivent se rendre sur le terrain pour constater l'observation par les militaires du droit international humanitaire. Tant qu'on aura des militaires sur le terrain, on aura toujours des observateurs sur le terrain qui vont passer pour voir si effectivement ce que nous on a appris comme droit international humanitaire au niveau des forces, si cela est appris effectivement sur le terrain. C'est pas une durée, c'est à une durée indéterminée tant que les militaires seront là. Pour le reste, le déploiement des troupes n'a pas connu une évolution notable. Annoncé depuis quelque temps, le déploiement de certaines troupes africaines sur Tombouctou se fait toujours attendre. Mais pour le porte-parole de la MISMA, cela fait partie d'un planning en cours d'exécution.
Les confrères ont dit ne pas comprendre la passivité de ces troupes sur le terrain, pas plus qu'ils ne perçoivent leur apport dans les combats au nord. Mais le communicateur de la force internationale s'est voulu convaincant. La MISMA va avec ses propres moyens. Vous savez que les pays de la CEDEAO ont décidé que chaque pays contribue à soutenir ces hommes pendant au moins les 3 premiers mois. Nous ne sommes qu'à 2 mois. Donc c'est chaque pays qui soutient ces hommes. Le contingent qui doit aller à Tombouctou ne va pas aller s'appuyer sur la force servale. Il ne va pas aller s'appuyer sur les forces armées maliennes. Elle ne va s'appuyer que sur elle-même pour faire le travail. Côté humanitaire, les déplacés des régions du Nord commencent à regagner leur tiroir, signe d'un climat apaisé. Et le processus électoral qui est déjà à ta marche, une rencontre d'échange sur le sujet a débuté ce matin. Les échanges portent sur l'introduction de la biométrie dans la gestion des activités électorales d'une part et d'autre part sur le contexte sécuritaire particulier dans lequel se préparent ces élections. Les participants à la rencontre de 3 jours sont les préfets de cercle et les conseillers aux affaires administratives et juridiques des gouvernorats. Moïse Traoré pour le compte rendu. Le processus électoral est irréversible. La CENI et la DGE font partie des structures impliquées dans son organisation. C'est ensemble que nous allons réussir ce processus électoral. Il n'est pas question d'aller autrement. C'est en équipe soudée que nous allons pour organiser les élections que nous avons déjà commencé à organiser. En fait, le mois de juillet ne doit être que la fin d'un processus. À côté des différentes structures, le personnel de commandement, dont une quarantaine de préfets, prennent part aux échanges. Le contexte particulier avec la situation sécuritaire dans une partie du pays exige une stratégie adaptée. Le contexte se définit aussi par l'introduction de la biométrie dans la gestion de nos activités électorales. Il s'agira de sécuriser l'identification des électeurs, d'avoir des listes électorales perfectionnées, aussi d'ajouter bien évidemment les activités liées aux 2 premières. Les 3 journées sont mises à profit pour examiner la répartition territoriale des électeurs et la stratégie de remise des cartes NINA. Il est également question de la validation des supports d'établissement de listes électorales. Enfin, le séminaire bénéficie du soutien de la Fondation AIFS d'appui technique aux processus électoraux. D'un côté, les organisateurs des élections qui se concertent, de l'autre, les participants aux élections, les politiques qui se concertent également avec ce communiqué conjoint du Parti socialiste pour le renouveau PSR et la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Fassohere. Une délégation du Parti socialiste pour le renouveau PSR s'est rendue au siège de la Convention nationale pour une Afrique solidaire pour un échange d'idées entre les 2 formations sur les problématiques majeures de la nation. Une rencontre qui a permis de constater une grande identité de vue entre les 2 organisations sur les grands défis enjeux de l'heure, à savoir le rétablissement rapide de la sécurité dans les régions du Nord et le respect de l'ordre républicain et démocratique, l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. À l'issue donc de la rencontre, les 2 organisations sont convenues d'œuvrer à l'instauration d'un cadre permanent d'échange et de collaboration pour une synergie d'action en vue de la conquête démocratique du pouvoir dans le but de faire du Mali un havre de paix et de bonheur pour tous les Maliens. À ce fait, le PSR s'engage solennellement à soutenir la candidature du Dr Soumana Sako à l'élection présidentielle de 2013. Cet autre communiqué politique, CODEM-UMAM, le lundi 1er avril 2013, le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, sous la conduite de son président Ousseini Amion-Guindo, a reçu à son siège une délégation du parti UMAM, Union des mouvements et alliances pour le Mali, conduite par son président Jamil Bitar. Après analyse de la situation sociopolitique du pays, les 2 partis ont dégagé une convergence de vues et ont décidé de la création d'une commission de réflexion en vue d'approfondir la collaboration entre les 2 formations politiques.
Visite du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile à Gao. Le général Tchéfine Konaté prépare ainsi le retour rapide des forces sur le terrain. Selon lui, les premiers éléments, 89 policiers, 41 agents de la protection civile, 10 de l'Office central des stupéfiants, seront déployés à Gao au plus tard le 8 avril prochain. Le général Tchéfine Konaté est au micro de Daouda Sidiki Diarra. Nous avons été frappés par le fait que la plupart des infrastructures ont été saccagées par les terroristes et les narcotrafiquants. Cela va amener l'État vraiment à déployer des gros moyens pour remettre quand même ces infrastructures en état. Dans tous les cas, l'un des objectifs principaux de notre mission ici à Gao, c'était de voir dans quelles conditions immédiatement la police, la protection civile et l'office central de stupéfiants peuvent donc retourner à Gao pour permettre à l'ensemble des forces donc, de préparer donc, le tour de l'administration. Je ne veux pas sans savoir que l'armée, la gendarmerie et la garde nationale ont déjà des unités ici, mais il se trouve qu'après le développement des autorités, la police, la protection civile et l'office central de stupéfiants ils s'étaient arrêtés à Bamako. À l'heure actuelle, il faut donc leur présence aux côtés des autres forces pour qu'ils prennent part à la sécurisation des populations. Si tout va bien, en moins d'une semaine, nous pourrons faire venir les premiers éléments de la police, de la protection civile et de l'office central des stupéfiants à Gao pour qu'ils prennent part à la mission de protection des populations aux côtés des autres forces. Actualité hors du Mali, avec des centaines d'étudiants égyptiens en colère qui ont attaqué hier les bureaux du président d'une université du Caire. Cela après que des centaines de personnes eurent été victimes d'un empoisonnement alimentaire. Les étudiants de l'université Al-Azhar sont tombés malades lundi après avoir consommé le repas servi aux résidences universitaires du quartier Nasr au Caire. Les Égyptiens de nouveau dans la rue. Cette fois, les manifestations se déroulent à l'université d'Al-Azhar au Caire, principal centre théologique de l'islam sunnite. La colère a éclaté après une intoxication alimentaire qui a envoyé plus de 500 étudiants à l'hôpital. Les manifestants ont fait irruption dans les bureaux du cheikh Ahmed Al-Tayeb, le grand imam d'Al-Azhar, et réclamé la démission du président de l'université. Il y a d'abord eu des vers dans les légumes, ensuite nous avons trouvé des vers dans le riz, et finalement cela a atteint le stade de l'empoisonnement. Qu'attendent-ils? Qu'on meure? Le président Morsi a rendu visite aux étudiants hospitalisés et déclaré qu'il suivait personnellement cette affaire. Une enquête est en cours. La plupart des malades ont pu rentrer chez eux, mais le malaise persiste à Al-Azhar où les manifestants dénoncent la corruption des responsables de l'université. Nous voulons nommer nous-mêmes le président de l'université et la plus haute autorité religieuse du pays, parce que personne ne fait attention à nous. Les manifestants ont reçu la visite d'un haut responsable du parti Liberté et Justice, l'aile politique de la confrérie des frères musulmans, qui soutient leurs revendications. En Côte d'Ivoire, le dispositif militaire se renforce à l'ouest du pays. Première déclaration du président Bozizé en exil au Cameroun. Il accuse le Tchad de l'avoir lâché pour soutenir les rebelles et justement le coup d'État centrafricain qui avait fait 13 victimes dans le rang des Sud-Africains, des soldats sud-africains. Après leur mort, les Sud-Africains demandent l'ouverture d'une enquête. Voilà en substance l'actualité africaine en bref. Le président centrafricain déchu parle pour la première fois depuis son exil au Cameroun. La chaîne camerounaise privée Canal 2 a réussi à interviewer François Bozizé dans l'hôtel de Yaoundé où il vit retranché. L'ancien président accuse le Tchad de l'avoir lâché et d'avoir aidé les rebelles du mouvement Séléka. Selon François Bozizé, le Tchad s'oppose aussi à sa présence au sommet extraordinaire sur la Centrafrique qui s'ouvre ce mercredi à N'Djamena. La polémique enfle en Afrique du Sud depuis la mort de 13 soldats en Centrafrique. Le président Zuma a rendu hommage à ses militaires tués le 24 mars par la rébellion pendant la prise de Bangui. Un bilan très lourd qui suscite beaucoup de questions. Les médias insinuent que le pouvoir a dépêché des militaires pour soutenir le président Bozizé en échange de contrats miniers. Démenti formel de Jacob Zuma.
Nous rejetons toutes les insinuations sur les raisons de l'envoi de ces soldats en Centrafrique, autre que la poursuite de l'intérêt national et de l'intérêt du continent africain. Un plaidoyer qui a du mal à convaincre. Le parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a demandé une enquête sur le rôle de l'armée sud-africaine en Centrafrique. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif militaire à l'ouest. Selon le chef d'état-major ivoirien, 600 soldats de l'armée régulière sont désormais déployés dans les départements de Tout-le-Pleu, Guiglo et Taï. Ces militaires, aidés de patrouilles aériennes de l'ONUCI, resteront au moins jusqu'aux élections législatives du 21 avril. Objectif, sécuriser l'ouest ivoirien, confronté récemment à plusieurs attaques meurtrières. Pascal Simbikangwa est le premier Rwandais renvoyé devant la justice française pour complicité de génocide. Cet ancien capitaine de l'armée rwandaise a été arrêté à Mayotte en 2008. Handicapé depuis un accident de la route, il est présenté comme un membre de l'AKAZU, cellule Hutu de planification du génocide rwandais. Pascal Simbikangwa a 10 jours pour faire appel de sa mise en accusation. En France, l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac a reconnu avoir menti sur l'existence de comptes en banque à l'étranger. Le président Hollande a ainsi, lors d'une allocution télévisée, promis des lois pour assainir la vie politique. Il a annoncé plusieurs lois sur la publication du patrimoine du personnel politique, mais aussi sur l'interdiction de mandat de tout condamné pour corruption ou fraude fiscale. Jérôme Cahuzac, 60 ans, ministre du Budget démissionnaire du gouvernement français, est l'homme par qui le scandale est arrivé. Après avoir démenti pendant 4 mois devant l'Assemblée et dans les médias les révélations du site Mediapart sur un compte bancaire à l'étranger, ce chirurgien est passé à sa demande aux aveux devant 2 juges, provoquant un véritable séisme politique. Je leur ai confirmé l'existence de ce compte, un compte bancaire dont je suis le bénéficiaire depuis une vingtaine d'années. J'ai été pris dans une spirale du mensonge et m'y suis fourvoyé. Je suis dévasté par le remords. Dénoncé par les membres de sa famille socialiste qui a fait savoir qu'il s'en était exclu lui-même, Jérôme Cahuzac s'est attiré les foudres du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a parlé de trahison et rappelé le devoir d'exemplarité de tout responsable politique. Quant au chef de l'État, il a rendu public ce mercredi sa colère. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. Toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. Une intervention pour calmer les ardeurs de ses adversaires à droite. Confronté à plusieurs affaires sur lesquelles la justice enquête toujours, l'UMP dénonce un échec moral et accuse les 2 têtes de l'exécutif de n'avoir pu ignorer ces choses. Il est bien difficile d'imaginer que François Hollande n'ait jamais été informé de rien, alors même que Jérôme Cahuzac a été son ministre du Budget et qu'ils ont eu à l'évidence de nombreuses explications sur ces sujets. La patronne de l'extrême droite, Marine Le Pen, demande, elle, ni plus ni moins que la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée. Pour le moment, Jérôme Cahuzac est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, un délit puni de 5 ans de prison et de 375 000 € d'amende. Je vous l'annonçais, en début du journal, une délégation de la communauté arabe du Mali a été reçue en audience par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Au menu de l'audience, il a surtout été question de paix durable, du retour des réfugiés après la libération totale du Mali et de l'implication de toutes les communautés pour une paix durable et définitive. À sa sortie d'audience, le secrétaire politique de la communauté arabe du Mali, Mohamed Fall, a répondu aux questions de Mahamadou Doumbia. C'était une bonne occasion pour nous pour remercier le président pour tous les bons chantiers qui sont ouverts au Mali. La libération du Nord, le chantier du dialogue et de la réconciliation nationale, mais aussi tous les efforts qui sont faits pour qu'on fasse des élections libres et transparentes dans notre pays. Donc une bonne occasion pour le remercier pour cela, mais aussi une occasion pour dire que nous sommes très attentifs et très intéressés par le dialogue social et la réconciliation nationale.
C'est un cadre qu'on a souhaité, qu'on attendait et qu'on pense qu'il va se dégager une vision pour l'avenir du Mali, l'avenir d'un Mali un et indivisible, mais aussi l'avenir d'un Mali qui, comment dirais-je, va bâtir son avenir sur des institutions solides, sur un vivre ensemble partagé par l'ensemble des communautés du Mali. Et nous avons aussi saisi l'occasion pour dire que nous avons quelques sentiments de frustration pour la communauté arabe et qu'on sera très attentif à tous les signaux qu'il va faire en direction de cette communauté pour rassurer nos populations aujourd'hui qui sont majoritairement dans les camps de réfugiés et pour qui la joie reste un peu une joie à demi-teinte parce qu'elles ont envie, ces populations, d'être chez elles et d'être en communion avec le reste des Maliens au Mali, sur leur terre et dans leur pays. Nous savons que la libération de notre pays, c'est l'affaire de tous. Comment est-ce que la communauté arabe va-t-elle s'impliquer davantage pour que la paix soit éternelle dans notre pays? La communauté arabe du Mali, elle va intervenir comme toutes les autres, à travers ces cadres, dans tous les cercles de réflexion pour bâtir une vision du Mali nouveau, mais aussi en s'engageant sur le terrain. Donc nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une volonté manifeste de les engager sur le terrain, parce que là aussi on a dit au président qu'on souhaitait très fortement que chaque mètre carré de territoire qui aura été libéré, l'idéal c'était que ça soit par toutes les communautés du Mali, toutes les communautés sans exclusive aucune, et que ça c'est une démarche pour consolider la nation. L'ambassadeur de France en fin de mission a fait ses adieux hier au cours d'une cérémonie à sa résidence. Christian Rouillet, dans son allocution, a remercié les autorités maliennes pour les bonnes relations de coopération qui ont marqué son séjour. Il a aussi exprimé son regret de quitter un pays d'accueil légendaire et d'hospitalité. Le compte-rendu de la cérémonie d'adieu avec Youssouf Diakité. Ils sont tous là, du moins presque tous les membres du gouvernement malien, pour répondre à l'appel de l'ambassadeur de France au Mali en fin de mission. Christian Rouillet a saisi l'occasion pour rappeler les nombreux domaines de coopération entre le Mali et la France, avec en ligne de mire la lutte contre le terrorisme. Convaincu qu'une des meilleures façons d'aborder une telle mission dans un pays comme le Mali n'est pas tant de se jeter tête baissée dans l'actualité, mais plutôt d'essayer de comprendre en amont l'âme de sa population, je me suis plongé avec frénésie dans les ouvrages d'écrivains comme Amadou Hampâté-Bâ, Massama Kane Diabaté ou Moussa Konaté, et me suis familiarisé avec les musiciens et les chanteurs maliens, et le charme a joué. Et quand j'ai posé le pied sur le sol malien le 9 mars 2011, j'étais impatient de découvrir en profondeur le Mali dans toute sa diversité géographique et culturelle. Vous connaissez la suite. Je ne reviendrai pas sur l'incroyable succession d'événements que nous avons vécus ensemble. Le fait est que je repars alors que j'ai encore beaucoup à découvrir, du pays d'Ogon aux confins de la région de Caille, en passant par les 3 régions du Septentrion. En guise de souvenir, de nombreux cadeaux sont remis à l'ambassadeur. Le comité de pilotage du programme d'aide d'urgence aux populations déplacées a été mis en place en 5e région. Il aura entre autres pour mission d'assurer les besoins de 8200 personnes déplacées à travers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la protection, le soutien psychologique et la prise en charge du rapatriement et de la réinsertion. Le compte-rendu depuis Mopti de Aminata Touré. Ce comité de pilotage du programme d'aide d'urgence aux populations déplacées à Sokoura et à Sévaré aura pour mission, entre autres, d'orienter les actions conformément aux instructions gouvernementales, réceptionner les offres et statuer sur les choix les plus pertinents, fournir un appui conseil aux coordonnateurs et à l'équipe du projet. Dans sa mise en œuvre, c'est ce comité de pilotage qui va donner les orientations, qui va faire les choix stratégiques, qui va accompagner l'équipe de coordination du projet dans toutes ses phases, depuis le démarrage, l'exécution et l'après-projet. Et c'est ce comité de pilotage également qui va se prononcer sur les axes stratégiques que l'équipe de coordination aura choisi en fonction de sa connaissance du terrain. Pour un coût de 325 millions de francs CFA avec une prévision de 650 millions de francs CFA au total, 4 composantes définissent ces programmes, à savoir la distribution alimentaire aux populations cibles, suivi nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, développement des mécanismes de protection des enfants et des femmes les plus vulnérables
et la réinsertion socio-économique. Il s'agira d'appuyer, outre en aide alimentaire, également un accompagnement complet des familles déplacées du fait du conflit du Nord et également des familles d'accueil. À noter que pour une durée de 7 mois, le comité se réunit ordinairement une fois par mois sur convocation de son président. Et nous restons dans la région de Mopti avec le démarrage de la pêche collective de chais dans le village de Tombona, cercle de Djenné, un événement culturel qui bénéficie cette année de l'accompagnement de Cœur International au Mali. Yaya Bokoum nous donne plus de détails. C'est ici Tombona, village à vocation agro-silvo-pastorale situé dans la commune rurale de Fakala. Là a lieu chaque année, au mois d'avril, un événement traditionnel majeur dénommé la pêche collective des chais. Chaque année, on commence d'abord le lundi. L'avantage avec les chiens, c'est la production. On trouve à chien qu'on ne trouve pas dans d'autres mares. Même si on n'a pas de grains dans le grenier, si la pêche commence, on trouvera de quoi à manger pendant toute l'année. Si la pêche de la mare des chais consacre toujours le lancement des activités similaires dans la contrée, l'édition de cette année requiert une particularité. C'est une année particulière parce que la pêche intervient après l'aménagement de la plaine par Caire. Et l'impact de cet aménagement pour les chénales, c'est qu'on est en submersion contrôlée. Et l'aménagement a permis d'abord de faire des digues qui sont reliées par des ouvrages régulateurs. Et ces ouvrages sont aussi munis de grilles à poissons. Et cette année, avec l'aménagement, les communautés ont pu gérer l'eau à l'intérieur de la plaine. Déjà, avec les premiers coups de filet qui ont sorti en moyenne plus de 700 kg de poissons composés de 16 variétés, tout laisse à croire que la campagne sera fructueuse. Les déficients auditifs ont désormais un espace pour s'informer à la télévision nationale. Pour un départ, c'est l'édition d'information Dogokoum Kibarou qui est concernée par le langage des signes, un début que l'ORTM ambitionne de poursuivre en collaboration avec l'Association malienne des sourds et Stop Handicap. Le reportage de Cheikh Oumar Sangari. Les déficients auditifs ont désormais accès à l'information sur la télévision nationale. Cela a commencé le dimanche dernier par l'édition d'information Dogokoum Kibarou en Bambara. L'accès des malentendants à l'information est un facteur de leur inclusion. Les responsables de l'ORTM en ont voulu ainsi. En fait, c'est Handicap qui nous a écrit pour demander si nous pouvons inclure ce procédé dans nos programmes. Vous savez, nous avons 13 langues nationales dans les bulletins de langue. Nous avons aussi le français comme journal. Alors il faut assurer tout ça, ce n'est pas une mince affaire. Notre ambition, on voit petit, mais on a une grande ambition en fait. Couvrir toutes les éditions d'information n'est pas une chose aisée, car les signes des sourds varient en fonction de la langue et du milieu. Les sourds de Bamako ne signent même pas comme les sourds de Ségou, encore moins que les sourds de France ou des États-Unis ici. Donc on a tenté de faire, d'uniformiser, d'avoir une langue internationale des sourds ici, le gestino, mais impossible ici. Chaque communauté sourde ici veut garder son identité ici. L'initiative est venue au bon moment, parce qu'actuellement, chacun a besoin d'informations. Aujourd'hui, merci, il est très content. Tous les sourds du Mali peuvent, maintenant avec la langue des signes ici, le journal parlé en langue des signes ici, vraiment, les sourds sont vraiment très contents. Voilà qui met fin à cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain 10h, 13h, vous serez en compagnie de Nyanya Loutra.